Le transhumanisme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler du transhumanisme à travers un livre écrit par un groupe de Grenoblois assez connu sur l'agglomération, le Manifeste des chimpanzés du futur, sorti il y a à peu près 3 ans, ou peut-être un peu plus même, qui est absolument remarquable, même s'il y a certaines choses que je ne partage pas par rapport à la vision, la conception de l'humain qu'ils ont. Je rejoins beaucoup de choses et je pense que dans le monde tel qu'ils l'imaginent, il y aura de la place pour tout le monde. En tout cas, plus de possibilités de prendre des décisions ensemble à grande échelle que dans le monde qu'on nous prépare. Parce que pour moi, le transhumanisme fait vraiment partie d'un projet d'humanité ou donc de transhumanité pour un certain nombre de personnes qui est en cours aujourd'hui. Alors, les enjeux, c'est de comprendre qui nous sommes. Et puis, il y a cette synchronicité aussi par rapport au fait qu'on est en temps de coronavirus. Et je pense souvent à ce film remarquable de Terry Gilliam, sorti en 96 je crois, L'armée des 12 singes, avec Brad Pitt, Bruce Willis et une actrice dont j'ai oublié le nom, Madeleine Stowe, un film remarquable, vraiment un chef-d'œuvre de la science-fiction, et dont le titre évoque le manifeste des chimpanzés du futur, de pièces et main-d'œuvre contre le transhumanisme, aux éditions Service Compris, et qui devait auparavant sortir au Seuil. Et finalement, le Seuil leur a demandé progressivement de retoucher le livre, etc. Et puis, ils ont compris que ça n'allait pas le faire, et ça c'était parce que dans le livre, ils citaient un des auteurs du Seuil, qui n'aimait pas ce qui était dit, et voilà, du coup c'est sorti de façon indépendante aux éditions Service Compris. Et comme il y a un appel dans ce manifeste, et que donc il y a des choses qui me plaisent beaucoup, et que ça nous concerne tous, eh bien je vais relayer cet appel, et qui va nous permettre aussi de réfléchir sur pas mal de choses. Appel des chimpanzés du futur. Frères humains, sœurs humaines. Vous avez entendu parler du transhumanisme et des transhumanistes, d'une mystérieuse menace, groupe fanatique, société de savants et d'industriels, discrète et puissante, dont les menées occultes et l'objectif affiché consistent à liquider l'espèce humaine pour lui substituer l'espèce supérieure, augmentée des hommes-machines. Une espèce résultant de l'eugénisme et de la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des neurotechnologies et des immenses progrès de la science. Vous avez entendu l'ultimatum cynique et provoquant de ce chercheur en cybernétique. Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres, qui ne le sauront pas, ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. Et encore, ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Il y a énormément de pages de notes, plus de 400 notes dans ce livre, très bien documentées à des sources sûres, des grands journaux français, américains et autres. Et les citations sont de Kevin Warwick in Magazine Au Fait, le magazine Au Fait, français, mai 2014, et toujours de Kevin Warwick, la deuxième citation, dans Libération, le 12 mai 2002. Les autres, je ne vais pas les donner les références, je vous renvoie à ce livre. Et vous êtes demandé s'il fallait prendre ces esbroufs au sérieux, ou s'il ne s'agissait que de science-fiction et de l'expression boursouflée de l'orgueil technocratique. Hélas, le danger est véritable, et l'humanité affronte une tentative d'extinction, fomentée par et pour une faction égoïste, implacable et toute puissante, lasse de partager ce monde résiduel avec des masses de bouches inutiles et toujours plus nombreuses. Comment en sommes-nous venus là et que devons-nous faire ? Au début, il y avait les poètes, Rimbaud,
J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Ducasse, c'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le 4e chant. Puis les artistes futuristes, français, italiens, soviétiques, Marinetti, Mayakovsky, Apollinaire et tant d'autres, chantres de la violence et de la vitesse, clairons et rescapés de la grande guerre industrielle et mondiale, exaltèrent dans la technologie le vrai moyen de changer la vie et de transformer le monde. Ils firent la guerre aux vieilleries poétiques, au soleil et à la lune. Ils glorifièrent tous les aéronefs, les barrages, les moteurs, l'électricité, les Titanic, les métropolis, les armées blindées, les stades gigantesques et les robots, les masses mécanisées. Je comprends mieux en entendant ça aussi pourquoi le mouvement surréaliste m'a toujours semblé suspect et assez violent. Et voilà, parce que par rapport à Apollinaire, on comprend mieux. Même si ça ne les résume pas à ça, évidemment, les surréalistes. Ils propagèrent les deux grands mouvements de l'époque, la technologie et le totalitarisme. Deux mouvements convergents, deux aspects d'un même mouvement d'ingénieurs, des hommes et des âmes, visant la fabrique de l'homme nouveau, de l'Ubermensch nazi à l'homme d'acier communiste, en passant par toutes les variétés de surhommes et de supermen, pour aboutir au cyborg, à l'homme bionique des laboratoires transhumanistes, hybridé d'implants et d'interfaces. Chaque mot compte dans ce livre, c'est extrêmement riche. Ces progressistes au plan technologique sont des régressistes au plan social et humain, des partisans de la pire régression sociale et humaine, ce qu'en langage commun on nomme des réactionnaires. Le nazisme, le fascisme et le communisme n'ont succombé que face au surcroît de puissance technoscientifique des États-Unis. Mais l'essence du mouvement, la volonté de puissance technoscientifique, s'est réincarnée et amplifiée à travers de nouvelles enveloppes politiques. Le laboratoire est florissant d'où s'est enfuie la créature immonde. Dès 1945, Norbert Wiener mettait au point la cybernétique, la machine à gouverner et l'usine automatisée, qu'IBM implante aujourd'hui sous le nom de planète intelligente, c'est-à-dire la fourmilière technologique ubiquitaire, avec ses rouages et ses connexions, ces insectes socio-mécaniques qui se nommaient eux-mêmes jadis des zoon politikon, des animaux politiques. Pour les transhumanistes et les collabos de la machine, l'humain est l'erreur. L'humain est faible et faillible, l'humain est fini. L'humain leur fait honte. Ils aspirent à la perfection, au fonctionnement infaillible et à l'infinité du système technologique, à se fondre dans cette totalité autonome. Le transhumanisme trouve des soutiens partout. Il s'exprime dans les émissions de radio et dans les journaux de référence. L'homme augmenté, c'est déjà demain, voire l'ère de l'homme augmenté a débuté. Ce sont des citations. L'hebdomadaire citoyen comme le quotidien économique se réjouissent du fait accompli. Ouvrez les guillemets. Un autre transhumanisme est possible, déclare l'Association française transhumaniste. On n'arrête pas le progrès et la gauche est pour le progrès. Être de gauche, c'est réclamer le droit et les moyens de l'hybridation homme-machine pour tous et toutes, de service public de l'eugénisme, nouvelle branche de la sécurité sociale. Cependant, nous, les chimpanzés du futur, nous n'avons pas perdu et la machine n'a pas gagné. L'humain reste une bataille en cours tant qu'il ne s'abandonne pas, et il ne s'abandonne pas tant qu'il pense les choses et les dit avec des mots. Nommer une chose, c'est former une idée, et les idées ont des conséquences inévitables. Nous devons garder les mots et nommer les choses du mot juste. Ça, c'est très important. Nous devons former des idées avec leurs conséquences inévitables. Effectivement, j'ai oublié de lire la phrase que Pièce et Main-d'œuvre a mis en exergue. Il est certain que lorsqu'on éclaire un monde, même affreux, en quelque sorte, on le domine.
Germaine Tillion. Les transhumanistes n'ont qu'une idée, la technologie. Nous, chimpanzés du futur, n'avons qu'une technologie, les idées. Cependant, les idées sont plus actives, plus rapides, plus performantes que n'importe quelle technologie, plus véloces et puissantes qu'Internet et l'électricité. Nous disons, le transhumanisme est un nazisme en milieu scientifique. C'est ce techno-totalitarisme, ce fascisme de notre temps, que nous combattons, nous, animaux politiques. Et nous vous appelons à l'aide contre la fabrique industrielle de l'homme nouveau. Nous sommes les derniers hommes qui ne s'automachineront pas. Sauvons les mots, brisons les machines, reproduisez et répandez l'appel des chimpanzés du futur. Grenoble, le 5 novembre 2014. Voilà, et là, quand ils disent nous n'avons qu'une technologie, les idées, j'ai envie de rappeler l'étymologie grecque du mot idée, eidolon, c'est les images. C'est-à-dire que non seulement il y a les idées intellectuelles, mais il y a aussi les images, l'imagination, mais les symboles. Et les symboles dans un système symbolique comme l'astrologie, les tarots, la poésie, eh bien ce sont aussi des choses qui permettent de comprendre l'humain, parce que le symbole est le point de réunion de la matière et de l'esprit, où se trouvent l'âme et le cœur, comme l'art, et ça c'est extrêmement important. Bon, sur l'idée d'animal politique, je ne sais pas si Piessé-Manœuvre adhère complètement à cette idée-là. Moi je trouve que c'est un peu limitatif, j'aurais envie de dire aussi, l'homme est un animal non seulement politique, mais poétique, poiesis, création, intuition, illumination, reliance du tout, comme disaient les Celtes, hein, les druides, toute chose est reliée par la poésie. Lorsque Lawen nous le fait comprendre, Lawen c'est l'inspiration, l'illumination qui vient du rapport aux éléments, de l'étude, de la l'ascèse, hein, du rapport à l'épreuve aussi. Et puis nous sommes aussi des animaux noétiques, nous, le nous c'est le degré le plus haut de conscience, hein, chez les Grecs, et donc voilà, nous sommes aussi des animaux dotés d'une âme, animés d'une âme, d'un esprit, d'une part de divinité, de conscience universelle, quelle que soit la façon dont on l'appelle. En tout cas, nous avons une immanence et nous avons une transcendance, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire croire que le bouddhisme c'est complètement athée, parce que dans le bouddhisme il y a toujours eu une transcendance, une réincarnation, la possibilité de sortir complètement d'un monde de souffrance, des choses qui survivent après la mort à travers la réincarnation, etc. Le livre donc s'ouvre après la préface par l'éternel retour de l'eugénisme, premier chapitre. Il cite Condorcet, 1743-1794, qui dit « Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, arrivé à un temps où la mort ne serait plus de l'effet ou d'accidents extraordinaires, mais qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable, donc l'idée de l'immortalité du corps. Et puis, après avoir énuméré pas mal de noms qui sont sortis avant l'eugénisme, hein, c'est viriculture, calipédie, mégalanthropogénésie, génération consciente, hominiculture, etc. Et puis Galton, un touche-à-tout anglais, cousin de Darwin, forge en 1883 le mot eugenics, quelqu'un qui mesurait tout, absolument tout de l'humain. Et puis à sa suite, le biologiste américain Davenport, financé par la Carnegie Institution, et Dale Carnegie c'était un milliardaire américain, peut-être d'origine écossaise, poursuit les recherches sur l'eugénisme dès 1904 dans le labo Cold Spring Harbor, où sont stockées des millions de fiches sur les Américains. Fait écho à ces travaux, dès le début du XXe siècle, le vote des lois eugénistes pour stériliser des dizaines de milliers de dégénérés dans une trentaine d'États américains, de même qu'en Suède. Et Galton, donc, est aussi celui qui élabore la gestion optimisée du cheptel humain par l'exploitation des données,
le prototype de la planète intelligente pilotée par le Big Data. Des Français s'y mettent. Charles Richer, 1912, prix Nobel en 1913. L'avenir est à celui qui prévoit. Or, la science nous permet de prévoir la qualité des enfants à naître en empêchant les mauvais procréateurs de procréer. Alexis Carrel, en 1935, prix Nobel 1912. La sélection naturelle n'a pas joué son rôle depuis longtemps. Beaucoup d'individus inférieurs ont été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine. Encore un prix Nobel, Hermann Müller, 1935, Nobel 46. Dans l'avenir, la meilleure pensée de la race sera nécessairement tournée vers le programme de l'évolution, vers le problème de l'évolution. Donc, créer des systèmes biologiques qui travailleront à satisfaire les intérêts, le bonheur, la gloire de ces êtres semblables à des dieux dont nous sommes, nous, pauvres créatures souffrantes, dont nous ne sommes que les pâles annonciateurs. Généticien américain James Watson en 2000, prix Nobel 1962, il faudra que certains aient le courage d'intervenir sur la ligne germinale sans être sûr du résultat. De plus, et personne n'ose le dire, si nous pouvions créer des êtres humains meilleurs grâce à l'addition de gènes, entre parenthèses provenant de plantes ou d'animaux, pourquoi s'en priver? Où est le problème? Le français Georges Vacher de la Pouge défend le premier un eugénisme socialiste. Parce qu'en fait, c'est pas que l'action des capitalistes ou des nazis ou des fascistes, il y a aussi les socialistes et les communistes. Le socialisme, en tout cas, sera sélectionniste ou il ne sera pas. Il n'est possible qu'avec des hommes autrement faits que nous, et ces hommes, la sélection peut les faire. Position reprise peu après par l'écrivain anglais H.G. Wells, qui était un socialiste fabian. Et en bon ingénieur des hommes, Trotsky, il n'y a pas que les staliniens, il y a aussi les trotskistes, promeut lui aussi la sélection contrôlée, produire une version améliorée, nouvelle de l'homme, telle est la tâche future du communisme. Enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi. Et il dit aussi, l'homme socialiste maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine. Donc nous serons faisandés. Le genre humain, dit-il aussi, n'aura pas cessé de ramper à quatre pattes devant Dieu, le tsar et le capital, pour se soumettre ensuite humblement aux lois obscures de l'hérédité et d'une sélection sexuelle aveugle. L'homme moyen s'élèvera à la hauteur d'un Aristote, d'un Goethe, d'un Marx, et sur cette crête, de nouveaux pics s'élèveront. Voilà, donc il rampera aussi devant le marxisme, évidemment. Ensuite, Julian Huxley est l'ami du techno-jésuite. Alors, Julian Huxley, c'était le père, ou le frère d'Aldous Huxley, et c'était donc l'ami du techno-jésuite français Teilhard de Chardin, l'un des futurs inspirateurs du New Age. Alors, dans le New Age, il y a de tout, et en tout cas, je n'y connais pas de transhumain, personnellement. Qu'il fait traduire en français. Un an après Hiroshima et Nagasaki, Teilhard examine dans la revue Études le retentissement spirituel de la bombe atomique, entre guillemets, tout irradié de ce, ouvrez les guillemets, sentiment nouveau de puissance, fermez les guillemets, il s'enflamme, et c'est ainsi que de proche en proche, au fil de ses ambitions grandissantes, l'homme éveillé à la conscience de sa force par un premier succès, se trouve conduit à élever son regard au-dessus de toute amélioration mécanique de la Terre, et au-dessus de tout accroissement de ses propres richesses externes, pour ne plus songer qu'à se grandir et s'achever biologiquement en lui-même. Dans Le phénomène humain, publié en 1955, son illumination persiste, toujours Teilhard, une forme d'eugénisme noblement humaine, oui, le rêve dont se nourrit obscurément la recherche humaine avec un R majuscule, de point, saisir, réunir tous ensemble la barre du monde, en mettant la main sur le ressort même de l'évolution. Donc on voit qu'il n'y a pas donc que les utopies communistes, capitalistes, fascistes,
qui sont d'accord pour ça. Il y a aussi certaines utopies proches du religieux, hein, des jésuites en l'occurrence, qui semblent avoir beaucoup de pouvoir et de réseau, hein, quand on voit que Macron est passé par là, et puis pas mal d'autres aussi. Julian Huxley se démarque du mot eugénisme, hein, et en 1957 il trouve un autre mot pour désigner la même chose, selon les auteurs de Pièces et main-d'œuvre. Il dit peut-être le mot transhumanisme pourra-t-il convenir. Je crois en le transhumanisme, sitôt que cette conviction sera suffisamment partagée, l'espèce humaine se tiendra au seuil d'une nouvelle existence, aussi dissemblable que la nôtre l'est de celle de l'homme de Pékin. Alors Pékin, c'est écrit comme la capitale chinoise. Elle accomplira enfin consciemment son véritable destin. Ensuite, le livre parle du bouillon de culture californien, hein, avec entre autres Timothy Leary, le pape du LSD, comme on l'appelait, ou le gourou du LSD. Le LSD qui avait été élaboré par la CIA, hein, pour aider les soldats à partir en guerre au Vietnam. Et ils écrivent « Aidés par le soft power et la consommation, science-fiction, design, cyberart, séries télé, jeux vidéo, blockbusters, la pop culture, le transhumanisme forment les esprits et rend désirable l'homme-machine aux capacités supérieures. » Et moi, ça me fait penser au Tititainment élaboré par Zbigniew Brzezinski, qui consiste en fait à donner de la sous-culture et de la malbouffe aux populations pour les abrutir et mieux pouvoir les manipuler dans le capitalisme. Mais pas uniquement, on le voit dans le capitalisme. Zbigniew Brzezinski, c'était l'éminence grise de la CIA dans les années 70, qui a théorisé beaucoup de choses et avec lequel, malheureusement, Obama a co-signé un livre au début de son mandat. Tititainment, parce que tits, c'est les seins des femmes, et entertainment, eh bien, c'est le divertissement. Donc leur donner des bonnes poitrines à téter pour régresser au niveau infantile, hein, voilà. Et puis de l'entertainment, Berlusconi, hein, qui était membre de la loge P2, où conspiraient, il ne faut pas avoir peur du mot, les membres de la CIA, le Vatican, des scientifiques, des libéraux. Et bien Berlusconi, c'est ça qu'il a mis en place dans les années 90, dès avant, mais années 90 quand il est au pouvoir, et après, et ben, ça vise aussi à libéraliser toutes les structures de la société, tous les pouvoirs de la société, et ça continue avec une loge P3, P4, etc. Voilà. Et puis ça c'est très important aussi, les démences de race supérieure se perpétuent, elles ne heurtent plus que les esprits rétrogrades, au contraire des progressistes sociaux ou libéraux, et plus encore des prosélytes de la French Theory, de la déconstruction, et ça vient aussi de Heidegger. D'ailleurs lui il disait destruction, hein, c'est comme ça qu'il s'exprimait d'abord. Ensuite on a traduit déconstruction, mais c'est important par rapport aux sympathies nazies de Heidegger de comprendre ça, et de comprendre aussi tous ceux qui reprennent ces termes-là en se croyant modernes et émancipateurs ne font qu'aider finalement ceux qui oppriment. Donc la French Theory de la déconstruction et du féminisme cyborg. On voit que les auteurs de Pièces et main-d'œuvre n'ont pas peur d'égratigner quelque politiquement correct, hein, le féminisme cyborg, il précise bien, qui y voit le moyen d'en finir avec le corps humain inné, donné, imposé pour tout dire, de lui substituer une auto-machination. Julian Huxley avait raison, un autre eugénisme technologique est possible. Fardé d'un prestige high-tech et transgressif, la sélection artificielle fait son retour, hein. Donc ça c'est dans le paragraphe « Un eugénisme 2.0 libéral et libéré ». Le généticien Daniel Cohen, ex-directeur du Généton, financé par le Téléthon, hein. On voit où va l'argent, et les grandes causes nationales, comme ça, avec tous les moyens médiatiques, doivent toujours nous mettre la puce à l'oreille. Il s'emballe. À bas la dictature de la sélection naturelle, vive la maîtrise humaine du vivant. Je crois en la possibilité d'une nouvelle évolution biologique humaine consciente et provoquée, car je vois mal l'Homo sapiens attendre patiemment et modestement l'émergence d'une nouvelle espèce humaine par les voies anachroniques de la sélection naturelle.
Donc quand on voit que le Généton était financé par le Téléthon, eh bien, ça fait frémir. Même ferveur chez l'urologue Bernard Debré, l'homme tel que nous le concevons aujourd'hui est appelé à disparaître. Et chez le paléoanthropologue Yves Coppens, voilà, toujours les grandes causes médiatiques, tout le monde devant son poste, Yves Coppens va parler, le grand maître va parler, qu'on cesse donc de peindre l'avenir en noir. L'avenir est superbe, la génération qui arrive va apprendre à peigner sa carte génétique, à accroître l'efficacité de son système nerveux, à faire des enfants de ses rêves, à maîtriser, à faire les enfants de ses rêves, à maîtriser la tectonique des plaques, à programmer les climats, à se promener dans les étoiles et à coloniser les planètes qui lui plairont. Yves Coppens. Et là, ça me fait penser à Étienne Klein, que j'avais entendu une fois dans la Tête au carré, dont l'animateur Mathieu Bidard m'a toujours paru très tiède et très peu critique par rapport aux invités dont il diffusait largement sur les ondes de France Inter le credo et l'idéologie. Eh bien voilà, j'ai entendu dire dans cette émission Étienne Klein, ah non, la science ne doit pas être démocratique, surtout pas, sans réaction de la part de l'animateur de France Inter.